Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la Caverne du Ciné. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Anoul Cinéma, notre émission mensuelle que vous pouvez retrouver le dimanche soir à 20h. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé les 2 premiers numéros et qui nous soutiennent dans cette nouvelle aventure, c'est très important pour nous. Comme je le répète toujours, si vous aimez le cinéma et les séries, vous êtes vraiment au bon endroit. Pour les nouveaux qui découvrent notre émission, on va parler ensemble d'actualités et d'informations liées au monde du cinéma, mais également de chiffres et de box-office. On va aussi parler des dernières sorties, des nouvelles bandes annonces et enfin, on va vous conseiller des films ainsi que des séries. Il y aura également une petite rubrique liée aux plateformes de streaming. Mais comme vous le savez tous, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon acolyte Fred. Salut Fred, comment tu vas? Salut Steve, salut tout le monde. Ouais, Bah écoute, ça va très bien, très bien. Et toi? ça va, écoute, pas trop dur à la rentrée? Ouais, c'est toujours un peu dur la rentrée, mais écoute, faut se remettre dans le rythme et C'est puis vrai, on faut n'a pas le regarder des choix, hein. films, regarder des séries, hein. C'est vrai. En plus, maintenant, l'été est bientôt terminé, donc on va pouvoir avoir plus le temps pour aller au cinéma. Exactement, c'est C'est ça, c'est ce ça. qu'il faut se dire, c'est ça. Alors, avant de commencer, je vais tout d'abord vous donner le sommaire de cette émission. On va parler tout d'abord du scandale Rotten Tomatoes. On va revenir sur les 100 ans de Lawarder. Ensuite, on va évoquer le box-office français et mondial. On va parler du phénomène One Piece. On va évoquer ensemble les nouvelles bandes annonces qui sont sorties. On va faire un petit point sur le classement des meilleures séries et films sur les plateformes. Et on va terminer, comme d'habitude, par nos recommandations de Fred et moi. Alors, Fred, est-ce que tu as entendu parler de ce phénomène, enfin ce phénomène, non, pardon, ce scandale lié à Rotten Tomatoes? Écoute, ouais, j'en ai un petit peu entendu parler et ça fait écho à ce qui se passe aussi parfois en France, mais tu peux nous donner un peu plus de détails, Steve? Ouais, bah, écoute, ben, alors déjà, on va expliquer aux gens le Rotten Tomatoes, c'est quoi? C'est un célèbre, agrégateur de critiques de films, aux USA qui est fondé en 1998 et actuellement au cœur d'un scandale qui remet vraiment en question, ben, on va dire son impartialité, quoi. Une enquête donc a révélé des pratiques un peu douteuses de manipulation, des scores de films qui ébranlent forcément un petit peu sa réputation de fiabilité. Aux États-Unis, il faut savoir quand même que Rotten Tomatoes, c'est devenu un incontournable pour les amateurs de cinéma. Cet agrégateur de critiques de films, on va dire, ça compile vraiment les avis de critiques du monde entier et pour attribuer une note exprimée en tomates, entre parenthèses, tomates pourries, donc rotten. Et il y a Mhm. aussi également les tomates fraîches, donc ça dépend le score qu'on a et cette note a le pouvoir d'influencer vraiment le succès d'un film au box-office aux États-Unis, notamment si le public et les cinéphiles se fient autant à Rotten Tomatoes, c'est en grande partie quand même en raison de sa réputation, de fiabilité et d'impartialité, même si on peut la remettre en cause, des fois, on va dire sur certains peut-être certains films de super-héros. On est d'accord? Comme Parce que par hasard, comme par quand je vois hasard. certains Marvel à 95, moi des fois je me dis: «Merde, voilà quoi». J'ai rien contre les films de super-héros, mais bon, voilà. Bon, au départ, c'est toujours un peu biaisé parce que tu remarques sur les premiers jours, les premières heures, en fait, tu as un afflux de critiques positives. Alors derrière ça, tu as souvent des studios ou alors aussi des pseudo-critiques ou des pseudo-blogueurs qui veulent se faire bien voir des studios et qui C'est balancent ça. tout plein de critiques positives. Toujours un peu biaisé, ces trucs-là. Meilleur moyen pour se faire une idée pour un film, eh ben, c'est d'aller le voir. Tu fais bien de le dire parce qu'en fait donc je vais révéler forcément le scandale, hein. Selon une enquête donc du site Vulture, donc une société de relations publiques Bunker 15 aurait recruté des blogueurs et des journalistes, on va dire un peu obscurs et les aurait payés 50 $. Donc oui, vous avez bien entendu 50 $ pour écrire des critiques positives sur le film Ophélia et faire remonter la note. Pour passer de 46 à 62 donc de Rotten à Fresh, cette enquête met en lumière en fait les failles du système de notation de Rotten Tomatoes et elle suscite des doutes quant à sa crédibilité. Donc elle soulève également des inquiétudes quant à l'influence des studios de cinéma sur les notes de films, forcément. Alors que le monde en fait du cinéma, il est déjà secoué actuellement par une énorme grève qui n'en finit plus à Hollywood. L'affaire Rotten Tomatoes, elle vient ajouter en fait un petit élément de, j'ai envie de dire, de méfiance chez les cinéphiles. Et comme tu le disais si bien Fred, et comme je cesse de le rappeler sur cette chaîne, même si nous on a une chaîne YouTube sur le cinéma, hein, le meilleur moyen de se faire un avis sur un film, ça reste ou sur une série, ça reste et restera toujours d'aller le voir soi-même. Parce que bon, Exactement. ouais, exactement.
vite fait, en fait, un petit mot, en fait, sur Disney également. Parce que, pour l'instant, il est avéré seulement ce cas-là sur Ophélia. Donc c'est un film, voilà, je crois que la maison de production, je crois que c'est Néon ou je sais pas quoi, mais c'est pas vraiment un film très connu. Mais est-ce que alors, souvent, en fait, sur les Marvel ou les choses comme ça, on dit, bon, Disney aussi également, peut-être qu'ils nous trompent un peu avec les notes, mais comme tu le disais avant, c'est des blogueurs, en fait, qui se font inviter aux avant-premières et ce sont des blogs souvent, en fait, qui n'ont aucune impartialité puisqu'en fait, ils sont fans complètement de ce genre de film et même si tu leur sers un peu de la soupe, bah, ils vont aimer. Mmh. Ils vont aimer, ils vont mettre une bonne note et en fait, c'est les premiers avis, en fait, qui comptent et qui vont, faire monter cette note à 90 voire 95 quoi. Enfin, c'est énorme, quoi, quand je vois des films moyens de super-héros qui sont à 90 je me dis, parce que le pire, c'est que là, on parle de Rotten Tomatoes, mais vraiment, c'est vraiment, quelque chose que les Américains, ils suivent beaucoup, quoi. C'est vraiment enfin, il faut s'imaginer quand même que les gens, en fait, ils vont voir des fois des films ou pas à cause de cette note-là, hein. Ah non, mais c'est clair, c'est de la enfin bon, c'est de la manipulation, hein. Le cinéma, c'est aussi un business, c'est pas toujours Bien propre, sûr, loin de là. comme le sport, comme plein de choses, hein, on va en reparler plus tard, hein, donc C'est le clair. business et l'escroquerie, les magouilles, tout ça, on va en reparler. Alors, on va passer à la suite, si tu le veux bien. On va Bien parler, sûr. des 100 ans de la major, hein. Donc la plus mythique des majors américaines fête ses 100 ans cette année, c'est la Warner. La Warner où notamment tu as travaillé, Fred. Exactement. Mais c'est en fait, ça fait un studio, c'est petit jeune parce que moi, j'ai travaillé aussi chez Gaumont Ouais. et chez Gaumont, on doit être aux 130 ans maintenant. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais, quand même. Mais bon, Warner, c'est le studio mythique quand même. C'est celui, Ouais, qui un a des 4-5 plus gros, studios, américains, quoi. ouais, Donc, exactement. 100 ans déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit mot, en fait, sur la création de Warner? Oh bah, écoute, oui, bah, ça remonte donc, 100 ans, c'était en 1923, je crois que c'était en avril, si je dis pas de bêtises. Exactement, Fred, le 4 avril, ouais. Bravo. Ouais. Et bah, c'était en fait 4 frères qui se sont lancés là-dedans et qui ont en fait, enfin, je crois qu'ils ont commencé comme projectionnistes Exactement, c'est ça, et ouais, 4 ouais. frères. Et petit à petit, ils ont remonté la chaîne de valeur jusqu'à créer ce grand studio. Ouais. Mais Et puis du coup, en fait, il faut savoir quand même qu'ils se sont fait une place, en fait, en moins de 10 ans, hein. La Warner, quand même, elle a posé ses fondations et elle a intégré le fameux clan du comment on l'appelle bien? Le clan du Big Five. Donc à savoir, la MGM, la Warner, la 20th Century Fox, la Paramount et la RKO. mmh, Même si la RKO, elle est dissoute en 1959, donc je pense qu'il y a pas grand monde qui la connaît. Mais c'est vrai que ce sont 4 frères, ouais, d'origine polonaise, hein, installés à ouais. Baltimore, qui ont fondé ce mythique studio. Et est-ce que tu sais quelle était la première vedette finalement à l'époque de Warner? La tête d'affiche dans les années, on va dire, allez 30, Ah, 20, alors 30. je vais peut-être dire des bêtises, mais je ne crois pas que c'était un être humain. Non, c'est ça, ouais. C'est ça? Bah, écoute, ouais. Bravo, c'est un animal. D'accord, ouais, 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 je vois bien lequel c'est. Je vois bien lequel Ah ouais, c'est. tu vois? Ouais, C'est ouais, je crois, ouais. c'est des chiens Rin-Tin-Tin. Tintin. Le berger allemand, ouais, Exactement. un superstar, tu vois? 6 ans quand même après sa création, donc en 1929, la Warner, pardon, elle a enregistré plus de 14 millions de dollars de bénéfices déjà, donc ce qui est énorme. À l'époque, c'était totalement énorme, Bah, absolument. c'est énorme, c'était la numéro un en 1929, c'était ouais, le studio numéro un forcément après, Mmh. et finalement, est-ce que tu sais, dans les années 30, qui étaient vraiment les fidèles, le réalisateur de la Warner? Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns ou pas? Écoute, les réalisateurs, tu devais avoir, peut-être Raoul Walsh, Ouais, Michael ouais, c'est ça. Curtiz, Là, j'en ai noté 3. Michael ouais, Curtis comme ouais, Raoul Walsh, et John Huston, ouais, ouais, John Huston aussi, c'est avec Le ça. Faucon Maltais, avec Bogart. Puis c'était dans les années 30, c'est là où tu as commencé à voir les acteurs mythiques qui sont apparus, Bogart, John Wayne, Errol Bette Flynn Davis Bette Davis, et Bette Davis, exactement.
D'ailleurs C'est d'ailleurs, j'ai c'était noté là, ouais, que l'âge c'était les vedettes, les mieux payées de Hollywood, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, hein. Mmh. Bogart et Bette Davis et durant cet âge d'or, bah, forcément tu as cité, bah, le Faucon maltais, mais également L'Homme de la rue, le fameux Casablanca, Le Ah bah Grand oui. Sommeil ou Le Trésor de la Sierra Madre. Et est-ce Ah que bah tu sais clairement. la grande star finalement après Marlon Brando dans les années 50 chez Warner, d'après toi c'était qui? Ah, un personnage de dessin animé? Non, même pas. Un Même acteur qui pas? nous a malheureusement très vite, finalement, Bah, quittés c'était avec une peut-être, mort James tragique. Dean, non? Avec La Fureur de vivre, Exactement, ouais. ouais. James Dean, qui était devenu la nouvelle idole des jeunes, hein, la vedette des années 50 chez Warner, qui a finalement enchaîné des succès comme À l'Est d'Éden ou La Fureur de vivre, avant Ouais, de avant de de rouler trop connaître une vite mort dans sa tragique. Porsche, ouais. Ouais, c'est ça. Mais sinon après on peut citer d'autres films iconiques, hein, qui ont marqué cette période, comme, bah, tu en as déjà parlé sur la chaîne aussi, le Rio Bravo, Ouais. La prisonnière du désert, Bah, il y a on beaucoup peut de ci films de John Ford et d'Howard Hawks qui ont, ouais et dans les années 60, si tu dois citer qu'un film, que ce serait lequel? dans les années 60, alors là, je pense que je citerai Bullitt en 68 avec, Steve Ouais McQueen. et un second? Un duo? Un duo, après, bah, En tu avais 67, un l'arnaque duo? aussi, Butch Cassidy et le Kid, Non, Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde. d'Arthur Penn, ouais, Ouais. qui a vraiment marqué et après ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, bah, il y a des grands, cinéastes aussi qui ont œuvré sur le long terme avec la Warner, hein, comme par exemple un certain Stanley Kubrick, Bah, clairement, ouais. hein, qui a signé en fait, je crois, tous ses films, pour le studio Warner, hein. D'Orange Ouais, ouais, Mécanique, à tout ça. part peut-être les tout premiers qui y étaient pas, mais sinon tout a été fait avec Warner jusqu'au bout, jusqu'à Ice Ouais, White Shot. d'Orange Mécanique à Ice Mm. White Shot, je crois, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Également Christopher Nolan, hein, qui a Mm. signé des gros, cartons pour la Warner comme Interstellar, Tenet ou récemment Oppenheimer. Inception, et puis les Batman, Dark Knight, tout ça, hein. C'est C'est- ça et les Wachowski aussi, Ah bah oui, avec le les succès de la Matrix. trilogie Matrix Mais ils et sont bien également plantés après avec l'OVNI Simulation. et également l'OVNI, Speed Racer, Ouais. Bah, dont on a dont parlé, hein, sur la chaîne, hein. On a fait une dont petite tu as vidéo parlé là-dessus. sur la chaîne, tu as fait une Ouais. belle, critique et ouais, c'est vraiment en plus, c'est un film que j'avais jamais vu moi, hein, que j'ai regardé après ta critique. Mais l'association que l'on connaît le plus finalement avec la Warner, la plus longue, hein, connue, avec un auteur, c'est celle qui le lie à Clint Eastwood, Bah oui, nouée dans les années 70 avec l'inspecteur Harry et on peut citer également en fait, bah, la saga Harry Potter exactement. ou les Superman de Richard Donner ou les Batman de Tim Burton. Ah ouais, non, il y a plein de choses. Pour revenir à Clint Eastwood, j'ai eu la chance de visiter les studios Warner. Et Ouais, pendant la visite, on racontait quelque chose, c'est que un jour, il y a George Clooney, donc, qui lançait ses films, parce qu'il a aussi fait pas mal de choses avec Warner, comme les Ocean's Eleven. Et il voulait absolument qu'il y ait une salle de gym sur les studios. Donc il a fait chier les dirigeants de Warner avec ça, et puis les dirigeants ont dit: «Ah bon, écoute, tu nous emmerdes, mais si tu arrives à nous amener une pétition avec 100 noms d'acteurs qui veulent une salle de gym, pas de problème, tu auras ta salle de gym.» Bon, en fait, ce qu'il allait faire, il est allé prendre juste une signature qu'il est allé amener au grand patron de Warner, et le grand patron de Warner, il a fait: «Bon, ok, c'est comme ça, pas de souci.» Et en fait, la seule signature qu'il avait, c'était celle de Clint Eastwood. ah bien, ah ouais, forcément. Quel énorme poids! Ah ouais, comme Ah tu mais dis. ouais, complètement, non, complètement. Et bon, là, ces derniers temps, là, je pense qu'on arrive quand même un petit peu à la fin sur Clint Eastwood. Juste pour info, j'ai regardé un petit peu le box-office de Warner. Alors, faut savoir que le film qui, en dollars bruts, a rapporté le plus, c'est le dernier qui est sorti, c'est Barbie. Mais si on raisonne en dollars ajustés de l'inflation, et ben, celui qui a eu le plus gros succès, c'est L'Exorciste de ce très cher William Friedkin dont on parlait la dernière fois. Oui, ouais. C'est vrai que ah ouais, c'est vrai qu'en fait, ouais, L'Exorciste aussi, c'est Warner, ouais. Ouais, exactement. Punaise, Et
Et il J'en faut ai savoir entraîné aussi, 4. tiens, je continue juste sur le box-office. Donc le premier en dollars ajustés de l'inflation, c'est l'Exorciste. Le deuxième, c'est le premier Harry Potter. Et le troisième, bah, c'est Opération Dragon. C'est le seul film de Bruce Lee qui a été Pour la Warner. produit aux États-Unis, donc par la Warner aussi. Super. Bah écoute, on va passer à la suite, hein, Ouais, avec les 100 ans de la Warner. On va passer aux chiffres, donc les box-office de la France. Donc je vais faire un petit point sur le box-office français. Donc sans grande surprise, hein, ce sont 4 sorties de la semaine qui trustent les 4 premières places du classement, même si c'est assez rare pour le souligner. Comme prévu, on retrouve donc La Nonne 2 en tête, hein, le film d'horreur, devant Un métier sérieux avec François Cluzet et Louise Bourgoin. On a en troisième position Mystère à Venise de Kenneth Branagh. En quatrième position, on a donc le Livre des solutions de Michel Gondry avec Pierre Ninet et Blanche Gardin. Ensuite, en cinquième position, on retrouve Anatomie d'une chute. Donc plus de 950 000 entrées déjà en 4 semaines pour le vainqueur de la Palme d'Or à Cannes cette année. Equalizer 3 avec Denzel Washington est sixième. On a Tony en famille qui est septième. On a l'été dernier avec Léa Drucker qui est huitième. Et toujours encore le phénomène Barbenheimer, donc neuvième Barbie et dixième Oppenheimer. Je tiens juste à souligner quand même qu'il y a une très très grosse déception en revanche pour Vision, donc le film de Yann Gonzelan dont on a parlé récemment, qui vraiment ne marche pas du tout, quoi. Il fait un four total, il est même plus dans le top 10 au bout de la deuxième semaine. Donc, ouais, c'est un gros échec. Alors, est-ce que l'accident de Kassovitz, qui a freiné quand même assez largement la promotion, est-ce que tu crois que ça joue beaucoup quand a même impacté? Bah, je Je me sais suis qu'en dit tous les cas, ouais, il avait pas mal de rendez-vous de promotion qui ont été annulés, annulé auxquels forcément. il n'a pas pu se rendre. Et pour le coup, Kassovitz, c'est plutôt un bon client en promotion. C'est quelqu'un qui a une C'est grande vrai. gueule, qui n'hésite pas à parler. Donc, bon, voilà. Après, bon, ça explique pas l'échec, parce qu'un échec comme ça, c'est pas juste Oui, il uniquement est une énorme question de l'échec là, promo. hein. Ouais, ouais. Ouais. Grosse attente et grosse déception, surtout que La Boîte Noire, avant, avait bien marché. C'était un très bon film. Ouais. Bon, ouais, Écoute, voilà. personnellement, j'ai pas vu Vision en cours, donc je peux pas vraiment en juger, mais Ouais. alors je sais pas si c'est le bouche à oreille ou mais ne même pas le retrouver dans le top 10 heu, en deuxième semaine, je veux dire, donc ça veut dire qu'il a fait moins de 70 000 entrées, quoi. Ouais. En Ouais, deuxième non, semaine, c'est c'est vraiment très, c'est très bas. important. Surtout que je pense qu'il a bénéficié de nombreuses salles. Tu Ouais, vois? ouais, non, C'est il a pas eu un une film belle qui sort, sortie. seulement dans 30 ou 40 salles, quoi, je veux dire. Ouais, il Est-ce était que en tu peux listing. nous faire un petit point sur le box-office mondial, toi? Ouais, ouais, bien sûr. Bah écoute, il ressemble un petit peu au box-office français, parce qu'en première position, La Nonne, non? t'as La Nonne, exactement, euh, qui a, qui a engrangé un peu moins de 15 millions de dollars ce week-end. Alors, il faut savoir que maintenant, bon, l'été est fini aux États-Unis, donc on se retrouve un peu sur des films de genre. On est sur des petites prods, enfin des petites prods, enfin, toute proportion gardée, mais Ouais. on a plus maintenant les gros blockbusters. Donc, voilà, La Nonne qui était je crois que c'était en deuxième semaine, donc elle cumule à 158 millions, ce qui est plutôt un beau score pour un film de 158 genre. 000 000, déjà? Ouais, c'est Ah ouais, ça. c'est énorme, ouais. C'est énorme parce que C'est je crois que énorme. c'est un budget de 25 ou 30 millions, La Nonne, hein? Bah ouais, mais c'est ça qui est Ah, les films assez d'horreur, ça génial rapporte avec. beaucoup quand même, hein. Ouais, bah exactement. Ces films de genre, c'est top, là. C'est vraiment le jackpot à chaque fois. Ouais, En deux, bah, tu as le film d'Agatha Christie, Meurtre à Venise, ouais, Mystère à Venise, ouais. Haunting in Venice, qui a fait un score à peu près équivalent. Donc, c'est le premier week-end pour eux, c'était à peu près 15 millions de dollars. Mmh. Au global, 37 millions. C'est pas dingue, mais c'est plutôt. En fait, il fait plutôt son taf sur l'international. Il faut dire que c'est pas étonnant, parce que ce genre de film, ça marche bien à l'international. Ouais. Et les critiques sont plutôt bonnes. Donc, je pense que c'est un film qui va rester assez longtemps. En 3, on a Equalizer 3, qui génère encore 7 millions et qui a un global de 132 millions. Donc là, c'est pour le haut du box-office. Et puis, on a... c'est quoi encore? Oui, tu as le troisième opus du Mariage grec, Mariage à la grecque, Ah ouais. qui est là avec un peu moins de 4 millions. Et en cinquième, bah, tu as toujours Barbie qui est là, qui fait Toujours, hein. ses 3,5 millions. Le film, il est à 1,4 milliard maintenant. Donc, Et Oppenheimer, il est combienième, là?
Et Oppenheimer, alors je sais pas encore, je crois qu'il est plus trop dans le top 10 maintenant, mais Je crois par qu'il a contre, fait il a ses franchi 850 millions quand même, non, je crois? 900 millions au 900 box-office millions. mondial. 900 millions. Waouh, C'est quand waouh. même un truc de dingue. Quand on prend Barbie Pour plus pour un film entre parenthèses Oppenheimer. d'1 heure, c'est énorme. Ah ouais, ouais. Enfin Et de puis un 3 film heures. qui fait, enfin, on n'est pas sur une suite, c'est pas un film d'action, Mais je crois que ouais, en plus, j'ai lu récemment que c'est le c'est bio 3 heures. finalement, c'est un biopic, quoi. Ouais, En ouais, gros. ouais, ouais, en Donc ouais, plus, c'est le ouais. biopic qui a ramené le plus d'argent du coup, quoi. Ah bah là, ouais, Il a devancé Rocketman, il a devancé, oui, 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 largement. Là, mmh, j'en vois pas d'autres qui soient. C'est d'ailleurs voilà. amusant de se dire que le biopic qui fait le plus de succès, c'est sur le mec qui a inventé la bombe atomique. Ouais, c'est Tu ferais pas le pari au départ, quoi. non, pas du tout. C'est Ah, assez c'était un sacré particulier. phénomène ce Barbenheimer, hein. Ouais, ouais, complètement. Et tu sais qu'ils veulent même faire un film qui s'appellerait Barbenheimer. Un film qui ah ouais? Et il Ouais. va parler de quoi le film du coup, Je sais pas. Ça sent l'idée Mmh, d'un département marketing un lundi ouais, matin après un week-end un peu compliqué en se disant quelle connerie on va trouver. Bah, allez, on va faire un film Barbenheimer. ouais, c'est ça, ouais. Bon, du coup, on va enchaîner avec la suite, hein, avec le fameux phénomène, de la série, One Piece, sortie donc sur, Netflix. Donc en fait, c'est une série adaptée d'un manga en série live action par Netflix. Alors en fait, j'ai vu énormément d'avis différents sur YouTube, hein, et dans la presse également, en ce mois de septembre. Donc des débats, des clashs enflammés, des avis positifs, négatifs et cetera. Alors moi, je vais faire très court. Heu, j'ai regardé les 8 épisodes, avec mon fils d'ailleurs. C'est lui qui m'a donné l'envie de regarder. Je n'attendais pas vraiment cette série parce que je suis pas vraiment fan de ce manga. Je l'ai jamais lu, et j'ai jamais vu aucun épisode de ce dessin animé. Donc je connaissais One Piece que de nom, hein. Donc c'est très Ouais, difficile quand même de juger une adaptation, Fred, n'est-ce pas? Si on n'a pas vu le matériau de base. clair. Car les fans du manga, ils vont pouvoir, démonter mon argumentaire en quelques secondes, tu vois? Mais je dois bien avouer que moi j'ai passé un bon moment devant cette série, qui a certes quand même plein de défauts, mais elle se regarde assez facilement. Après je pense quand même que c'est encore mieux lorsqu'on est enfant ou ado. Heu, moi j'ai vu pas mal de défauts techniques quand même, surtout au niveau du montage par exemple et beaucoup de faux raccords. Mais les acteurs eux ne et les acteurs surtout sont pas tous au même niveau d'interprétation je trouve, il y en a des bons, il y en a vraiment des pas bons du tout. Ensuite, est-ce que j'y ai cru? J'avoue que pas toujours. Le décor des fois, c'est quand même un peu Netflix, hein, des fois c'est un peu moyen, même si je crois que par épisode c'était 18 millions. Après Vache, quand 18 j'entends qu'on millions. me compare cette série au niveau de qualité technique d'un Pirates des Caraïbes comme je l'ai souvent entendu, franchement là je suis pas d'accord, faut pas déconner quoi donc je vais m'attirer les foudres des fans de One Piece. Alors, les gars, j'ai bien aimé, mais honnêtement, on peut pas comparer ça à du Pirates des Caraïbes et surtout on n'a pas Johnny Depp dedans donc Pas la même est-ce que ça te chose. donne envie de regarder cette série, Fred? Bah écoute, Je crois que tu auras pas pas encore eu le temps de vraiment. la voir, non? Non, mais pas vraiment. Mais ensuite, je trouve que enfin, le Netflix a encore réussi un joli coup. Enfin, One Piece, c'est 500 millions d'exemplaires de Ah ses oui, c'est un gros albums. truc, ouais. C'est un truc énorme. Je sais qu'en 2 semaines, Netflix, ils avaient généré 145 millions de vues sur la série. Donc voilà, donc c'est un pari gagné. C'est tellement, enfin, en fait, c'est facile et c'est intelligent de choper comme ça une franchise ultra connue où tu as déjà un public finalement C'est vrai. captif qui n'aura qu'une seule envie, c'est de découvrir cette série D'a à l'écran. Tu as raison, Donc d'ailleurs une saison 2 a été confirmée par Netflix, hein, donc ouais, bah, ça prouve que ça marche. Après, moi, enfin bon, peut-être que je regarde parce que j'adore les histoires de pirates, donc pourquoi pas. écoute, c'est comme dit, tu en attends rien, on est d'accord? Non, j'en attends rien du Bah tout. Non. Pour le coup, je moi peux non pas être plus, donc déçu, je pense. généralement, en fait, un film ou une série où tu attends rien du tout, où tu es pas hypé, finalement, quand tu regardes et que tu découvres ça, alors soit tu adhères pas du tout, soit c'est une bonne surprise, tu vois? Dessiné, enfin, que ce soit les mangas japonais ou Tintin en Europe, on a du mal. On a du mal à Ouais, Tintin retrouver, aussi, hein, on a toujours eu du mal, hein. ouais. Il y a que les Donc Astérix finalement qui ont marché, enfin à part le dernier. et bah, oui et d'ailleurs à ce sujet, il y a de très bonnes vidéos sur la chaîne, hein, là-dessus. Moi, je recommande à tout le monde de les regarder pour découvrir, C'est ça, plein de secrets sur Astérix. voilà. On va passer à la suite, donc les nouvelles bandes annonces qui sont sorties, on en a sélectionné 4 pour vous, avec, Fred. Alors tout d'abord, on va parler donc de The Killer, film, américain réalisé par, David Fincher qui va sortir sur Netflix le 10 novembre,
cette année. Il s'agit donc de l'adaptation de la série de bande dessinée, hein, française Le Tueur. Au casting, pardon, on retrouve Michael, Fassbender et Tilda Swinton. Alors est-ce que cette bande annonce, elle t'a hypé? Alors, franchement, oui, parce que surtout, j'adore la BD. La BD est vraiment géniale. Enfin, je me suis toujours demandé comment ça pourrait être adapté et qui l'adapterait Ouais. au cinéma. Ça fait longtemps que David Fincher tourne autour. J'ai trouvé la bande-annonce super prenante avec ce schéma répétitif et tout là-dessus. J'ai trouvé ça vraiment prenant. Enfin, j'ai hâte d'aller le voir. Ça, c'est certain, ce film-là, premier week-end, je suis dans la salle, il n'y a pas de doute. Non, du coup, il sort même pas en salle. C'est ça le pire. Ah, putain, il Il sort il directement s sur. il sort le Vas-y. 10 novembre, oui, il sort directement sur Netflix. Oh, bon, bah, je le verrai de toute façon sur Netflix. Donc Sur voilà, Netflix. donc, je Pour serai pour dans une mon fois canapé dès le premier week-end. c'est quoi? Pour une fois qu'il y aura un bon film sur Netflix, salaud. Bah ouais, 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 ouais. Non, mais sérieux. Non, mais Ouais, non, ouais. franchement, voir The Killer, un film comme ça de David Fincher. En plus, David Fincher, c'est vraiment un cinéaste que j'aime beaucoup, de grande qualité, qui fait rarement un mauvais film, directement sur Netflix, ils vont cartonner, je pense, hein, parce que là, Ah quand même, bah ouais, ouais, sûrement. Bah voilà, bon, après, enfin, c'est pas la salle, quoi. C'est toujours pas la salle. non, c'est pas pareil. Ensuite, on va parler donc de Expendables 4, donc un film d'action américain réalisé par Scott Vogue. Donc c'est le quatrième opus déjà, hein, de la série Expendables. Le film sort en salle le 11 octobre. Alors, je vais prendre la parole en premier. Moi qui suis Vas-y. un grand fan, tu vois, du cinéma d'action des années 80-90, même si je n'attends pas grand-chose ou plus grand-chose, en parenthèse, je suis quand même assez, le client idéal pour ce genre de blockbuster, tu vois, qui regroupe, plein d'actionneurs et là. Alors j'ai bien aimé le premier. Er Mais ma préférence va pour le second et j'ai beaucoup Mm. moins aimé le troisième. Et je retiens surtout que c'est la dernière de Stallone et que le casting finalement il est pas dingue quand même, hein, de ce quatrième opus. Fred, tu en attends quoi toi? Est-ce que tu es Bah client ou ouais, pas? j'ai pas entendu, excuse-moi, répète, Est-ce Steve. est-ce que tu es client de cette saga? Ah bah, moi je suis un peu comme toi, j'ai trouvé le deuxième assez génial là, avec Bruce Willis, Schwarzenegger. Van Le Damme? méchant c'était Van Damme, ouais, Van Damme c'était contre bien foutu. Stallone, le combat final, ouais, il y avait Chuck Norris Ouais. aussi Il y avait Chuck Norris, ouais, exactement. qui est Genre le venu les deuxième aider, ouais, il y avait Bruce Willis, il y avait tout le monde quoi. était vraiment top. La Le folie. 4, ouais, non, j'en attends pas énorme, je suis d'accord avec toi, le casting fait pas rêver à part Megan Fox. Alors par contre j'étais étonné parce il y a quand même un plan dans la bande-annonce où on voit Schwarzenegger. Alors je me demandais s'il Je revenait, croyais mais je sais mais je pas. croyais qu'il revenait pas en fait dans le ouais, je croyais que c'était terminé. Ouais, moi aussi, c'est ce que j'avais compris, mais il y a un plan à un moment, enfin, je sais pas, alors peut-être que j'ai mal vu, mais le personnage ressemble J'a vachement à Schwarzenegger, ouais. Ouais, Mais, j'avais même lu à quelque part que Stallone, il voulait Clint Eastwood dans le film. ah bah ça, Et il peut. il y avait même, un acteur de James Bond qui était envisagé dans le film, c'était Pierce Brosnan. Ouais. Ouais, ça aurait été marrant, ça. Ça aurait Ouais, été top. franchement, ouais, pour, nous, pour les, fans de James Bond, ouais, franchement. Ouais, ouais, ça aurait été Après génial. après je pense que le quatrième là, c'est peut-être un peu l'Expendables de trop peut-être, non? Tu vois? Enfin, je sais pas. Bah, ça, c'est un peu le souci de Stallone, c'est qu'il a du mal, en fait, à s'arrêter. C'est Ouais, qu'il mais a là, fait, c'est le dernier, hein, il laisse les clés après à Jason Statham, donc voilà, Ouais, on ouais, verra. bah, il commence à se faire vieux, le garçon, quand même, hein, parce que, C'est vrai. il va avoir Même s'il était 77 ans. très bon dans la série, Tulsa King, hein, attention. Ah Sur ouais, j'ai Paramount, beaucoup aimé. Ouais, ouais. ouais, c'était vraiment bien. 3e film qui va sortir, enfin une 3e bande annonce pardon, Ferrari, donc film américain réalisé par, Michael Mann, qui sort en 2024, hein, je connais pas encore la date exacte sur, donc Prime Video. Donc un film biographique, sur la vie d'Enzo Ferrari, le fondateur, de la célèbre marque de voitures de luxe italienne. Le film qui a été présenté en avant-première à la Mostra de Venise, début septembre et au casting, on retrouve, Adam Driver et Penelope Cruz. Pour moi, franchement, c'est un plaisir de retrouver Michael Mann quand même, hein, à la réalisation d'un long métrage. Lui qu'on n'a plus revu, je crois, depuis 2014 ou 2015, mis à part, je crois, pour un épisode d'une série, Tokyo Vice. J'attends Ouais. beaucoup de ce film tout simplement car enfin, moi, je suis un fan, hein, de Michael Mann, j'ai quasiment aimé tous ses films, hein, notamment Collateral, Heat ou Ali. Alors, Fred, toi, tu en attends quoi de ce film? Bah écoute, moi j'ai adoré la bande-annonce parce que là, Ouais, le sans truc, cette parole, bande-annonce, ouais, c'est ça, avec uniquement le bruit des moteurs, j'ai trouvé ça, je trouvais que c'était une super magnifique. idée, ouais, vraiment superbe.
Et des et beaux plans, hein, bah, ouais, 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 exactement. à la Michael Et Mann. Adam Driver, ouais, très bien. Penélope Cruz, m'a dit m'a l'air très bien aussi. Non, puis je suis comme toi, moi, enfin, je suis un grand, grand fan de Michael Mann et voilà, D'ailleurs, c'est quoi j'espère ton que film préféré de Michael Mann? moi, je suis un grand, grand enfin, j'adore Heat. Je suis Hit, un ouais. inconditionnel de Heat, donc Collatéral aussi, hein, très, très bon. ouais, très, très bon aussi, Collatéral, mais Et en fait, ce qu'il faut noter quand même, c'est que là, on parle de bande annonce, mais il y a Michael Mann qui va sortir sur Prime Video avec Ferrari ouais. et on a David Fincher qui va sortir sur Netflix pour, pour The Killer. Ouais. Ah, comme quoi les plateformes, elles arrivent à choper des cinéastes de folie quand même, hein. Oui, alors ensuite, est-ce que c'est bon signe ou pas? Parce que Ah, je sais pas si c'est souvent, bon signe ou pas, mais je suis content de les revoir moi ces cinéastes, mais est-ce que c'est mais tu bon vois, signe? J'en sais rien Fred. parce que, bah, enfin, tu sais que les critiques quand même sur Ferrari à la Mostra, elles n'ont pas été super, super bonnes, hein. C'était un peu Ouais, tiède. c'est j'ai vu ça, hein. Et peut-être que, en fait, si ça a fini sur Netflix, c'est parce que tous les autres studios se sont dit, bah non, le film, il est pas dingue, je vais pas le financer. Et finalement, ceux qui restent, c'est Netflix. Netflix a besoin de contenu, a besoin de grands noms, donc même Ouais, quand c'est un peu moyen, ils y vont, quoi. je comprends ce que tu veux dire, mais quand tu regardes Ferrari ou The Killer qui sort sur Netflix et Prime Video, alors que Expendables 4 sort au cinéma et le dernier film dont on va parler, donc la bande annonce qui est sortie, la semaine dernière, Aquaman et le Royaume perdu, donc Aquaman 2, film réalisé par James Wan, hein, dont la sortie est prévue pour le 20 décembre, 2023 en salle, cette fois-ci. Donc c'est le 15e film déjà de l'univers, DC. Il s'agit de la Ouais. seconde aventure d'Aquaman du même réalisateur, sorti en 2018. Alors, honnêtement Fred, tu connais mon amour pour les films de super-héros, hein. Mhm. Ouais. Franchement, je te laisse en parler parce que moi ceux-là, je vais vous avouer, ça m'intéresse pas plus que ça. Ah, tu sais que Je je sens crois qu'il que va dans pas ce faire un domaine, énorme carton au box-office, hein, comme les précédents films de bah, super-héros de cette année, je sens que les gens se lassent un petit peu de tous ces films du DCU et de Marvel. ouais, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, quand tu vois tous les flops de l'été de DC, c'est flippant quand même, hein. Ah d'ailleurs, il va falloir en Flash, parler de tous ces flops là, parce que The ouais, Flash, Blue Beetle? Blue Beetle, Ah c'est pas ça des a été bons une scores, hein. cata. Non, 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 carrément pas. Puis c'est des films qui coûtent cher, voilà. Non, enfin moi j'avoue, je laisse, enfin je renonce un peu à tous ces films de super-héros. Là Donc tu iras pas le la voir. bande, Tu n'iras pas le voir? enfin franchement quand tu vois la bande-annonce, ça n'a aucun intérêt, quoi. Ouais. Jason Momoa, enfin, à la limite, ouais, Jason Momoa, il était très bien dans Fast and Furious 10. C'était même le seul intérêt du film. Mais là, en Aquaman, enfin, puis c'est sombre, non, puis c'est moche. Enfin, non, franchement, enfin, ça fait vraiment, vraiment pas envie, hein. Donc, Ça donne pas désolé envie, hein. Warner, mais voilà, pour fêter l'anniversaire des 100 ans, vous auriez pu choisir un chouïa Ouais. mieux. Alors on va passer à la suite, à un petit point sur le classement des plateformes, hein. Donc dans le top 5 des films, on va retrouver, toujours encore l'Agent Stone, hein, le film d'espionnage, réalisé par Thor Marper avec Gal Gadot. On en a déjà parlé, le mois dernier, sur Netflix. Ouais. C'est un film qu'on a déjà oublié, je crois, hein, Agent Stone. Lequel? Agent Je Stone me souviens, avec Gal je me Gadot, souviens tu pas. sais? Je me Moi non souviens plus, je m'en souviens pas, j'ai non, pas beaucoup de plus plans en pas, tête, non. Bah franchement. non. Ouais, non, On tant pis. a Bon, voilà. non, on a un film On n'est pas français donc gentil. réalisé par Benjamin Rocher, en Anti-Gang La Relève, hein, qui est sorti sur Disney+. Il s'agit de la suite du film Anti-Gang, c'est sorti en 2015, qui est lui-même un remake du film britannique de Sweeney. Alors, moi j'avais pas apprécié le premier opus, mais alors là honnêtement, j'ai passé 1 heure et demie de merde. Non mais C'est non mais clair, c'est il clair. faut le dire honnêtement, tu vois? À un moment donné, moi je Ouais. veux bien qu'il y ait peut-être des fans de ce film-là et essayer de le défendre en commentaire, mais même si j'aime bien Jean Reno et Alban Lenoir, mais le scénario, il est tellement absurde. Je sais pas si tu as eu le temps de le voir ce film ou Non, non, pareil, je crois ah que ça me fait regarde, autant envie que Aquaman 2, tu vois? Donc, regarde pas, tu vois? Parce que Anti-Gang, ouais. La Relève, il faut vraiment être ami, je pense, avec, ces gens-là qui font le film pour, apprécier quoi que ce soit, quoi. Je veux dire, Mmh. c'est terrible. Ensuite, on a The Covenant, Mission en Afghanistan, donc un film britannico, hispano-américain réalisé par Guy Ritchie, qui est sorti en juin dernier sur Prime Video. Un Ouais. film, avec un rôle, d'un soldat américain et de son interprète afghan qui lutte contre des talibans. On a le Book Club Mortel, film d'horreur espagnol réalisé par Carlos Alonso
OGA, sorti sur Netflix le 25 août dernier. Apparemment, ça marche bien. Film d'horreur, comme d'habitude. Et on a enfin un film français, à nouveau, une comédie policière, hein, réalisée par Hugo Benamouzik et David Caviglioghi. Sentinelle, sorti le 8 septembre dernier sur Prime Video, avec Je l'ai vu Jonathan ça. Cohen notamment. Alors, Ouais. Je franchement, l'ai je vu crois. celui-là. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Et alors, un petit avis? Bah écoute, bah, c'est comédie prime. Ça se regarde, mais d'un œil Je crois discret. qu'il faut être T'as fan une quand ou deux même de l'humour de séquences. Jonathan Cohen, non? Ouais, mais moi je suis assez fan, si j'aime bien ce qu'il fait, Jonathan Cohen. Je Ouais, trouve ça assez drôle. Et ouah, c'est vraiment pas exceptionnel. Là, ouais, pour le coup, je l'aurais payé pour aller le voir au cinéma, ça m'aurait énervé. Mais le voir à la télé comme ça, voilà, c'est vite vu, vite oublié. Tu as une ou deux séquences qui sont vraiment très drôles. d'accord. Et puis voilà. Je reviens juste sur Covenant Ouais. avec Jake Gyllenhaal que j'ai vu il y a quelques semaines. Ah, tu l'as Et vu, j'en The regarde Covenant? plutôt. Ouais, ouais, ouais. Il Et est j'y sur en regarde plutôt un Afghanistan, bon. là, ouais? Ouais. Je regarde plutôt un bon souvenir. C'est assez bizarrement fichu parce que il y a une histoire du traducteur qui veut sauver le soldat américain, et puis après le soldat américain, une fois qu'il est sauvé, enfin, veut essayer de le remercier, de lui payer sa dette, et va essayer de le retrouver. Ouais, T'as un peu un truc en deux parties qui est pas très bien fichu, mais toute la séquence de la première partie où ils essayent de se sortir du désert là, du désert afghan, c'est vraiment vraiment bien fichu. Donc il y a du bon dans ce film-là. Ça vaut la peine donc de le ça, c'est un regarder. film que tu conseilles, là? Ouais, ouais, complètement. Donc Sentinelle et The Covenant, tu conseilles? Et Ouais, Agent Sentinelle Stone? en deuxième, Covenant, ça Ouais. vaut la peine. Ouais. Alors moi, donc Agent Stone, on le conseille pas trop, Anti-Gang, La Non. Relève non plus. Et honnêtement, le Book Club Mortel, le film d'horreur espagnol, je l'ai pas vu. Bah, ça doit être efficace comme d'habitude avec les films d'horreur, hein. Ouais. Ensuite, si on va dans le top 5 des séries, donc on retrouve, Ahsoka, donc la mini-série, américaine, sur la saga sur l'univers de la saga Star Wars, hein, diffusée depuis le 22 août sur Disney+, de The Mandalorian. Alors, Mhm. est-ce que tu l'as vu toi, cette série? Non, non, j'ai pas vu ces séries-là. Je suis à la bourre sur tout ce qui est univers Est-ce que Star est-ce Wars. Ça est-ce que m'intéresse est-ce que les séries, sur l'univers dérivé de Star Wars, est-ce que ça te hype encore? Est-ce que ça te dit ou pas? Ou parce que moi, j'ai eu beaucoup pas de des déceptions masses. quand même. Ouais, j'ai vu Obi-Wan qui était moyen. Moyen. Euh, Le livre de Boba ouais, Fett aussi, très moyen. ouais. Donc j'ai jamais vraiment accroché ce truc-là. Il Puis y en a fait, c'est con, mais Star Wars, moi, enfin, Disney l'a flingué avec le 7, 8, 9. Donc depuis, ça ouais, on est m'intéresse plus d'accord. trop, quoi. Et en plus, il y a trop de séries, quoi. Bah, Donc du largement, ouais. Ouais, donc du coup, ça fait même plus vraiment, tu sais, c'est c'est pas vraiment un truc qu'on attend vraiment, tu vois? Il y en a Non, trop. non. Il y a des séries, il y a trop de films, il y a trop de séries. Je trouve que, ouais, depuis que Disney+ l'a pris en main, ils l'ont tué, en fait, hein, cette, saga. On a Bah, ça a donc, coûté Mask cher, faut Girl, organiser. une série sud-coréenne, disponible depuis le 18 août sur Netflix. Donc ça, j'ai regardé un petit peu, c'est vraiment, une série assez, surprenante. C'est une employée de bureau qui est complexée donc le jour, qui se transforme en star du web, masquée la nuit, et il lui arrive plein de séries de mésaventures, qui vient bouleverser sa vie. C'est vraiment une série, que je recommande parce qu'elle est assez surprenante, tu vois? C'est un peu notre histoire, tu vois, les gens qui deviennent des stars du web le soir, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est nous. C'est même si on n'est pas complexé le jour quand même, hein, parce que Voilà, c'est ça, pas trop en tous les cas. pas trop, non, non, sinon on prendrait pas la parole en public. Exactement. Ensuite, on a One Piece, donc la série, télévisée américano-japonaise développée par Matt Owens et Steven Maeda dont on vient de parler, hein. On a, The Bear, série télévisée américaine réalisée par Christopher Storer, une comédie dramatique qui est disponible depuis le 16 août sur Disney+, et ouais, c'est déjà la deuxième saison. Est-ce que tu as vu la première ou est-ce que tu en as déjà entendu parler de The Bear? Pas du tout. Apparemment, Ça c'est me dit très, très rien. bon, hein. D'accord, bah je note. Et donc, on a également Tapi, la mini-série télévisée française créée par Tristan Seguela, disponible sur Netflix depuis le 13 septembre, mais je crois qu'on va, en reparler très vite. Donc, une fiction biographique sur Bernard Tapie constituée de 7 épisodes. Alors, on va passer à la suite et on va surtout terminer avec nos recommandations, Fred. Mhm. Alors, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu vas nous recommander cette semaine?
Eh ben écoute, moi je vais recommander une série un petit peu ancienne qui a commencé en 2020 sur Apple Plus. Et il s'agit de Ted Lasso avec Ah, Jason Sudeikis. Alors j'avais pas Apple Plus et je l'ai récupéré il y a pas longtemps et donc j'ai découvert cette série dont beaucoup de gens parlent et je trouve ça assez génial parce que c'est une vraie série positive, feel good, drôle, pas pathos. Enfin, c'est vraiment, vraiment bien fichu. Le personnage principal est interprété par Jason Sudeikis. Et le pitch de base, c'est quand même assez improbable. C'est un entraîneur de football américain qui est appelé en Angleterre pour entraîner une équipe de foot anglais, de foot comme on le connaît. Le mec, il y connaît rien, mais il a une telle énergie, un tel optimisme qu'il arrive à déplacer des montagnes. Et voilà, c'est une série qui fait du bien. Donc, quand vous avez une journée un peu compliquée, regardez ça et vous passez une demi-heure super et vous finissez avec le sourire. et du coup, il y a combien de saisons? Il y a Sur- 3 saisons, Il y a une 3 saisons qui dizaine, sont déjà sorties. ouais, une 10 à 12 épisodes par saison. Donc, voilà, Et, ça se regarde assez vite. et elles sont Et disponibles les 3 sur Apple TV+, exactement, tout à ou fait. via MyCanal. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Ah, Tout franchement, à il fait faut ça. quand même dire que Apple TV+, il y a quand même, en termes de séries, c'est la qualité de dingue, hein. Ouais, je suis d'accord. Vraiment, on peut en Il y en a pas citer. beaucoup, mais c'est super bien. Ouais, il y en a pas énormément, ce qui est bien aussi, parce Ouais. qu'il y a pas trop de contenu comme sur d'autres plateformes où on sait même pas quoi regarder. Mais vraiment, bah, écoute, ça me donne envie, hein, de découvrir Ted Lasso. Moi, cette semaine, ben, c'est pareil, hein, comme les autres semaines, je vais vous même si je vois beaucoup plus de films finalement, que de séries, hein. Encore une fois, c'est pas un film que je vais vous recommander, mais une série. Et donc cette série-là, c'est une série française, c'est Tapi qui vient de sortir donc sur Netflix. Une série qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, hein. Alors franchement, moi, juste en préambule, je dois juste vous dire que je vais juger juste la série et pas Bernard Tapie. Donc tout le monde est assez grand pour vraiment se faire son propre avis, sur l'homme lui-même. Moi, j'ai grandi dans les années 80-90, hein, avec ce personnage, charismatique et on va dire haut en couleur. Je suis fan de sport depuis tout petit, donc j'ai vécu un peu tous ces moments en direct, que ce soit au niveau sportif, au niveau politique ou même les débats à la télé ou ses procès, sa peine de prison, tout ça. Donc ça peut forcément changer un peu ma perception sur la série par rapport à une personne née après, née plus tard, quoi. Donc moi, je pensais en savoir beaucoup sur, Tapi, l'homme d'affaires et le politicien, mais finalement, j'ai quand même, appris certaines choses sur lui, et son ambition un peu démesurée, notamment qu'il voulait réussir dans la chanson, je m'en rappelais plus. Alors lorsqu'on le regarde cette série, moi je on passe franchement par plein d'émotions différentes. C'est un homme qui a toujours été clivant, hein. Il a un gros charisme, une grosse aura. Alors dans la même série, on peut le détester, on peut l'aimer, on peut l'apprécier, tout ça un peu en même temps, des fois on a envie d'être lui et des fois on se dit: «Ah putain non», tu vois? Alors c'est Ouais. vraiment, on a toujours un peu un sentiment un peu bizarre. Alors bien sûr, c'est une série qui où tout n'est pas vrai, ils ont pris des libertés un peu sur les événements qui n'ont des fois rien à voir avec la réalité, on est d'accord? Donc c'est une fiction romancée inspirée de la vie de Bernard Tapie. Donc là, forcément, la famille, elle était pas vraiment, d'accord parce qu'ils avaient pas donné l'accord pour cette série. Donc ils allaient pas crier au génie forcément. Mais j'ai envie de dire que cela, c'est souvent le cas en fait dans le cinéma ou les biopics. C'est une série, et non un documentaire. Moi, j'ai énormément aimé cette série parce que ce soit au niveau de la mise en scène, de les décors, la photographie, la magnifique reconstitution de la France des années 60-70, l'écriture franchement elle est dingue pour une série française, hein, il faut quand même le dire. Les dialogues sont excellents. Les 3 premiers épisodes, ainsi que le dernier sont vraiment, fantastiques. Pour moi, le casting est parfait. Prestation des acteurs et des actrices, même des seconds rôles, des troisièmes rôles, ce que vous voulez, sont excellentes. Lucchini dans les 2 premiers épisodes, génial. Joséphine Japy qui incarne Dominique Tapie, elle est superbe. Et franchement, que dire de Laurent Lafitte? Parce que le gars, quelle ressemblance, mais surtout le jeu d'acteur impeccable, quoi. Parce que pour interpréter un homme si charismatique, je me demandais vraiment comment il allait s'en sortir. Et franchement, j'ai été bluffé, quoi. J'ai qu'un seul petit regret, c'est qu'il y a que 7 épisodes, c'est un petit peu court, je trouve. Ils auraient pu facilement en rajouter ou 2 ou 3 parce que les ellipses sont un peu perturbantes et ça allait pour moi un petit peu trop vite des fois. Mais sinon, franchement, c'est une super production que je tout le monde.
une production Netflix française, hein, avec beaucoup de gueule. Donc vraiment, regardez-la. Voilà. Fred, Écoute, est-ce que tu as regardé Tapi déjà ou pas? bah, je suis en train et tu en parles très bien. Merci, Et c'est pour le moment, gentil. sur ce que j'en ai vu, je suis totalement d'accord avec toi. C'est une Ah bah, très belle super. réussite. Bah, j'espère que ça te donne envie de regarder les 4 derniers épisodes, tu vois? Ah, Et écoute, moi, dès je qu'on a note Ted fini, je Lasso avec fonce. grand plaisir. Et ben voilà, puis on en reparlera la prochaine fois, comme ça on pourra échanger nos Ben, avis. voilà, super. Alors Fred, est-ce que tu as passé un bon moment? J'ai passé un très bon moment, Steve, et Voilà. j'espère que ceux qui nous ont regardés également. Voilà, l'émission est à présent terminée, hein. Donc merci à toi Fred, merci à vous tous d'avoir regardé cette Merci, émission Steve. jusqu'au bout et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis, à poser des questions, à laisser des commentaires, nous on se retrouve très vite, hein, pour une nouvelle, vidéo sur la caverne du ciné. Alors, allez voir des films, allez en salle et portez-vous bien. À bientôt. Salut. Ciao tout le Ciao. monde! Ciao, Steve.